L'association des Ouïghours de France poursuit la marque américaine Nike en justice pour pratiques commerciales trompeuses et complicité de recel d'un bien provenant de travail forcé. Et c'est vous qui avez déposé la plainte. Mourad Batik, vous êtes avocat, bonsoir. Bonsoir. Et avec nous également Laurence Defranoux, vous êtes journaliste au quotidien français Libération. Vous avez enquêté sur le travail forcé des Ouïghours. Merci à vous deux d'être avec nous. 83 marques connues mondialement dans la technologie, le textile et l'automobile ont été pointées du doigt pour bénéficier du travail forcé des Ouïghours. Alors pourquoi cette plainte contre Nike spécifiquement ? Vous avez raison de poser la question. Effectivement, il y a énormément de marques, il y a énormément de groupes qui sont mis en cause. Il fallait commencer quelque part. Et effectivement, Nike était la marque contre qui on avait le plus d'éléments à ce jour. Donc déjà, il y avait des raisons de preuve. Et ensuite, parce que Nike se prétend être une marque éthique, une marque engagée, une marque qui soutient le Black Lives Matter. Et donc, une marque que les consommateurs vont acheter en pensant qu'ils achètent une marque éthique. Pour une image, effectivement. Pour une image. Des marques françaises, peut-être, qui auraient pu en faire partie, que vous auriez il y a effectivement de nombreuses marques. Comme vous avez dit, il y en a 83, mais il y a aussi le groupe Apple qui est dans la ligne de mire de l'Association des Ouïghours de France et d'autres groupes de défenseurs des droits humains, des droits des travailleurs. Il y a la marque Huawei et il y a effectivement de très nombreuses marques et il a fallu commencer par quelque part. On a commencé par Nike. Quelles sont vos chances d'aboutir ? Est-ce que vous appuyez sur des précédents pour travailler le cas ? Écoutez, il n'y a pas vraiment de précédent. C'est vrai que c'est une initiative qui aujourd'hui est tout de même assez original, je dirais, juridiquement parlant. Donc on avance un peu à tâtons, on avance un peu à l'aveugle. Ceci étant, je crois que nos arguments juridiques sont sérieux, ils sont solides. On attaque Nike pour notamment publicité trompeuse. C'est notre principal argument, qui est de dire que le consommateur, au moment où il achetait, au moment où il pensait acheter une marque qui se veut éthique à coût de millions de dollars de publicité, eh bien finalement ne l'est pas autant qu'il le pensait. Et vous espérez quoi de cette plainte ? Eh bien on espère que le procureur de la République ouvre une enquête. On espère qu'il convoque les dirigeants du groupe Nike, que l'on essaye d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe là-bas, sur les conditions de travail, qu'ils aient des comptes à rendre et qu'il y ait, si notre hypothèse est la bonne, à savoir qu'il y a du travail forcé, qu'il y ait une condamnation au final. Laurence Defranoux, est-ce que c'est une bonne stratégie de s'attaquer aux marques ? Oui, parce que pour l'instant, le régime chinois continue depuis plusieurs années, depuis 4 ans, à sa répression dans la région du Xinjiang, où vivent environ 11 millions de Ouïghours. C'est une répression très intense et qui a plusieurs volets. Mais de passer par des marques, hein, parce qu'on pourrait s'attaquer à la situation sur place, de passer par des marques. On a assez peu d'outils, en fait, pour de l'extérieur, contrôler ce qui se passe en Chine. Donc la marque et le commerce est un des outils les plus efficaces qu'on peut avoir pour l'instant. Oui, c'est ça, et puis la diplomatie internationale également. Vous parliez de la situation sur place, on va s'y arrêter un instant. Les Ouïghours représentent une main-d'œuvre docile pour les sous-traitants chinois des grands groupes occidentaux du textile, des nouvelles technologies ou de l'automobile. Pour les ONG et défenseurs des droits humains, c'est du travail forcé. Les précisions d'Antoine Delpierre. Si l'on en croit la terminologie de Pékin, ces établissements, entourés de barbelés et rendus difficiles d'accès pour les journalistes indépendants, seraient des centres de formation professionnelle où les stagiaires apprennent leur futur métier pour s'extraire de la pauvreté. D'après les organisations de défense des droits de l'homme, les Ouïghours y sont privés de leur liberté, contraints de renoncer à leur religion, à leur culture et soumis à un endoctrinement politique permanent. Les ONG estiment que depuis 2017, plus d'1 million de personnes ont été internées dans ces centres. Dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, les informations qui sont dans le domaine public indiquent la nécessité d'une évaluation indépendante et complète de la situation des droits de l'homme. Il y a plus d'1 an, l'Institut australien de stratégie politique, l'ASPI, dénonçait dans un rapport un vaste programme de transfert de main-d'œuvre mis en place par Pékin. Pour certains Ouïghours, il aboutit à passer directement du camp de rééducation du Xinjiang à une usine située à plusieurs milliers de kilomètres. Au total, l'ASPI a identifié 27 établissements dans 9 provinces différentes. Des usines où les conditions de travail sous surveillance, avec cours de mandarin et d'éducation patriotique obligatoire, s'apparentent à du travail forcé. D'après le rapport, il s'agit de sous-traitants qui fournissent les plus grandes marques internationales. De Sony à Apple en passant par Nike ou BMW, plus de 80 multinationales sont concernées.
Les travailleurs de tous les groupes ethniques du Xinjiang peuvent choisir des professions en fonction de leur propre volonté. Ils jouissent des droits et des intérêts du travail. Leur liberté personnelle n'est jamais restreinte. L'inflexibilité chinoise sur le travail forcé des Ouïghours trouve sa raison ici, au Xinjiang. La province occupe une place centrale dans le projet pharaonique des nouvelles routes de la soie chères à Pékin. Elle dispose en outre d'immenses ressources naturelles comme le gaz, le pétrole et la culture du coton. Des champs où, d'après un autre rapport de l'ONG Human Rights Watch, 1,5 million de Ouïghours ont été enrôlés de force. Un an après ce rapport, quels engagements ont pris les marques ? Les 83 marques pointées du doigt. Eh bien, il y a certaines marques qui ont décidé de cesser leur collaboration avec les usines qui posaient problème. Et il y a d'autres marques comme Nike qui ont décidé de faire la sourde d'oreille en arguant tout simplement qu'il faut circuler, qu'il n'y a rien à voir de plus, alors qu'il y a des éléments de preuve qui pointent du doigt la responsabilité de Nike quant à ses travailleurs. Et donc, ça pose problème. On vient d'avoir un point un peu de ce qui se passe sur place. Ça fait 2-3 ans qu'on en sait un petit peu plus. On ne peut plus dire maintenant qu'on ignore ce qui se passe dans cette région. La question qu'on se pose quand même tout le temps, c'est pourquoi Pékin inflige quelque chose aussi dur aux Ouïghours ? Pourquoi vont-ils si loin ? Alors, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. Donc, le Xinjiang, c'est 1/6 du territoire chinois. C'est une région très centrale géographiquement et stratégiquement. Comme le disait le petit sujet, il y a des grandes réserves naturelles et aussi c'est une région qui est frontalière avec 8 pays. Donc, vraiment très important stratégiquement. Et les peuples du Xinjiang sont des peuples musulmans d'Asie centrale qui ont une identité très forte. Ça fait assez peu de temps que le Xinjiang a été rattaché à la Chine, et notamment les Ouïghours, qui sont les peuples majoritaires, mais il y a aussi des Kazakhs ou des Tadjiks, ont toujours été assez autonomes. D'ailleurs, le Parti communiste chinois, à son arrivée, en 1949, avait donné une semi-autonomie à la région. Donc, c'est ce qui dérange Pékin ? Eh bien, à partir de 2000, dans les années 2000, Pékin a commencé à resserrer un petit peu la vis à cette région-là, et en 2009, ça a débouché sur des émeutes très sanglantes à Urumqi, où il y a eu plusieurs centaines de morts. Et à partir de là, le régime a décidé de changer de politique. Et au lieu de laisser de l'autonomie, de serrer la vis. Et ensuite, nous avons eu une série d'attentats qui a été attribués à des extrémistes ouïghours. Et à l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012, juste après, il a décrété qu'il fallait mettre au pas cette région-là pour garantir sa stabilité politique, pour pouvoir utiliser toutes les ressources. Vous évoquiez tout à l'heure le rôle de la communauté internationale. Pékin est de plus en plus ouvertement et vivement dénoncé pour sa politique dans cette région. On retrouve notre correspondante Catherine François à Montréal. Bonsoir Catherine. Il y a 15 jours, les députés canadiens ont adopté une motion non contraignante assimilant le traitement réservé par la Chine aux Ouïghours à un génocide. Oui, effectivement. Et Sylvia, c'est le Parti conservateur du Canada qui forme ici l'opposition officielle qui a présenté cette motion. Tous les députés de la Chambre des communes ont voté en faveur de cette motion, tous, sauf les ministres du gouvernement de Justin Trudeau qui se sont abstenus. Pourquoi ? Eh bien parce que le Canada marche littéralement sur des œufs dans ses relations diplomatiques avec la Chine, et ce depuis plus de 2 ans. Cela fait suite à l'arrestation en décembre 2018 à Vancouver par les autorités canadiennes à la demande du gouvernement américain de Mme Meng Wanzhou, qui est la directrice financière de Huawei. Huawei, c'est le géant chinois des communications. Donc, Mme Meng Wanzhou attend depuis sa possible extradition vers les États-Unis. Et dans la foulée de son arrestation, le régime chinois, lui, a arrêté 2 citoyens canadiens sur son territoire. Ces 2 citoyens canadiens, donc, depuis croupissent dans des prisons chinoises. Ils sont en attente de leur procès. Ils sont accusés d'atteinte à la sécurité nationale. Et donc, le Canada fait très attention dans toutes ces déclarations publiques par rapport à la Chine pour ne pas nuire à la libération de ces 2 Canadiens. Un peu d'espoir, d'ailleurs, qui vient de surgir avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que le président américain a dit très clairement, il y a 2 semaines, qu'il allait tout faire pour aider le Canada
Canada à faire libérer ces 2 ressortissants. Et si jamais cela survient, et peut-être que le Canada aura les coudées un peu plus franches pour critiquer sur la place publique les activités du régime chinois, notamment par rapport à sa minorité ouïghour. Merci Catherine pour ces précisions depuis Montréal. Laurence Defranoux, génocide, c'est le bon terme ? Alors, c'est toujours un terme très délicat à employer et un tribunal, il faudra que ça passe devant la justice internationale. Ce qui est certain, c'est que toute la gamme de répression qui est utilisée au Xinjiang, donc on parle, il y a les entraves, et la séparation des familles, il y a l'enfermement en camp dont vous parliez, avec du travail forcé en camp, qui est différent des transferts de main-d'œuvre dans le reste de la région. Il y a vraiment 2 programmes différents, transfert de main-d'œuvre et camp. Et il y a parmi toutes ces répressions, avec la destruction des cimetières, de l'architecture, il y a l'entrave aux naissances. Or, l'entrave aux naissances, par un programme de stérilisation forcée, et l'entrave aux naissances est un des 5 critères de génocide tels que définis par la communauté internationale. Donc, des pratiques génocidaires, c'est certain, oui, mais ça sera à la justice de donner son... Est-ce que c'est parce que le ton change un petit peu à l'international que vous avez déclenché cette plainte ? Non, pas du tout. C'est une plainte sur laquelle on travaille depuis de nombreux mois. Donc que le ton change au niveau international, c'est plutôt une bonne chose. Ça va plutôt dans le bon sens. Mais je crois qu'on est un peu obligé d'agir à tous les niveaux. Donc humblement, nous agissons juridiquement. Et je crois qu'en agissant juridiquement, en agissant sur le terrain politique et en agissant sur le terrain citoyen, eh bien, c'est la convergence, à mon avis, de toutes ces forces qui permettra de changer un petit peu les choses pour la situation dramatique et génocidaire des Ouïghours. Et puis c'est l'éternelle question quand on parle de la Chine. Quelles mesures efficaces pour faire bouger les lignes en fait ? Une pression internationale beaucoup plus forte que ce qui a été jusque-là. Il faut voir que la situation a commencé à devenir très grave à partir de 2016 avec la construction des camps. Et la communauté internationale, l'Europe et la France comprises, ont été très 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 lents à réagir. D'une part parce que la situation, la région est littéralement sous cloche à cause de la censure, mais les très nombreux témoignages de Ouïghours que nous avons eus n'ont pas été écoutés parce que la Chine est un poids économique trop important. C'est une grande puissance mondiale. Il y a un peu l'illusion que si on se met mal avec la Chine, on va perdre le marché, alors qu'en fait, là, on parle vraiment des valeurs fondamentales d'humanité. C'est ce qui se passe dans les camps, au Xinjiang, ou de ces transferts de main-d'œuvre. Donc, on dit travail forcé, c'est parce qu'à toutes les étapes du recrutement jusqu'à l'emploi, il y a des risques très, très forts de coercition, parce que dans une région où tout le monde est soumis à une telle pression, qu'est-ce qui peut prouver que les gens vont travailler librement dans une usine pour des salaires aussi bas et si loin de chez eux. On aura l'occasion d'en reparler dans 64 minutes. Merci beaucoup à vous deux d'être venus, Mourad Batik, Laurence Defranoux. Merci beaucoup, à bientôt.